Les députés nationaux sont en vacances parlementaires depuis le 15 juin de l'année en cours. Qu'est-ce qui caractérise cette période? Quel est son impact sur la vie de la population? On en parle dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous dans ce numéro l'honorable Pierre Ntsumbu. Il est député national, président du caucus de députés nationaux du Congo central, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci, madame. La santé, comment? Oui, ça va. Depuis le début de l'année, c'est la première fois que nous vous recevons dans notre plateau. Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Ça va, merci. D'entrée DG, vous venez tout récemment d'être au Congo central. Vous avez assisté à l'investiture du gouvernement et le moment par lequel le gouverneur du Congo central a présenté son programme quinquennal. Votre lecture? Bien, j'affirme que nous étions invités par les nouveaux gouverneurs du Congo central, notre frère. Okay. Il nous a invités au dîner qui a été préparé la soirée qui a suivi l'investiture. Donc on n'était pas invités à l'Assemblée parce que c'est l'Assemblée qui organise l'investiture. Je dois préciser que le caucus a reçu l'invitation des gouverneurs au dîner. Mais les jours après, nous avons été invités par le président de l'Assemblée pour prendre part à la clôture de la session extraordinaire. La lecture que nous faisons, mais c'est quoi? C'est l'investiture. Donc l'investiture du gouvernement marque la fin de tout un processus et qui a commencé par l'élection du gouverneur, la campagne, l'élection, et puis vous avez les contentieux. Je crois qu'au Congo central, comme d'habitude, nous avons respecté la mauvaise tradition qui consiste, après l'élection, dans la justice. Vous avez suivi la saga judiciaire. Vraiment. Conseil d'État, Cour constitutionnelle, Cour d'appel, ainsi de suite. Ça a quand même été une perte de temps, mais bien, on a atterri, c'est la démocratie. Maintenant que tout cela fait partie des jeux politiques, parce qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux, je pense que ce qui importe, ce ne sont pas les invectives, les querelles qui ont entouré toutes les discussions qu'il y a eu autour, la guerre des positionnements, les uns se placeraient derrière tel candidat, les autres derrière l'autre. Tout ça, c'est derrière nous. À mon avis, c'est passé. Maintenant, nous devons tous regarder dans la même direction. Parce que vous savez, au Congo central, nous avons perdu 5 ans l'année passée. Vous êtes sans savoir que pendant 5 ans de mandat, il y a eu 5 remises et reprises des gouverneurs. Ce n'était pas stable à cause de nos intérêts égoïstes. Nous avons laissé de côté les intérêts de la province, de la population, au profit de nos propres intérêts, de nous en tant que politiciens, pour les positionnements, pour la prédation et le Congo central. C'est agenouillé. Maintenant, là, nous allons demander à ceux qui n'ont pas été élus, ceux qui n'ont pas trouvé leur compte, de comprendre que le Congo central n'est pas un gâteau qui appartiendrait à un groupe d'individus. Et lorsque eux ne sont pas là, le Congo central ne respire pas. Il est vraiment temps que nous mettions nos intérêts égoïstes. Nous avons des intérêts, nous avons nos divergences idéologiques, mais maintenant là, nous devons tous regarder, comme je disais, dans la même direction, pour que seuls les intérêts du Congo central comptent. Et ça, nous, en tant que caucus, nous y travaillons. Nous avons donné des signaux forts pour dire que plus rien ne sera comme avant. Nous voulons vraiment travailler tous la main dans la main, d'abord pour le bien de notre communauté qui est le Congo central. Et par rapport au programme présenté par le gouverneur, son programme quinquennal? Bon, c'est un programme qui est calqué sur celui du président de la République. Je ne saurais pas faire trop de commentaires, mais moi j'ai toujours dit, quelle que soit la beauté d'un texte, un programme, qui serait la forme, quel que soit les contenus, et ce qui va d'accord compter, c'est la mise en application de ces programmes. Nous devons insister sur la mise en application, et ça implique beaucoup de facteurs. Parmi les facteurs, il y a d'abord les hommes. Les hommes qui sont appelés les animateurs, qui sont appelés à appliquer ce programme. Donc, une fois de plus, si les animateurs qui sont attendus, les ministres, le gouverneur lui-même, et qui seront contrôlés par l'Assemblée provinciale, si chacun joue son rôle, d'abord pour l'intérêt
de la population, comme je disais, si on n'est pas là comme groupe d'intérêt, hein, des groupes d'intérêt, des gens qui font se diviser les gâteaux, les dividendes. Si vraiment on travaille pour la province, notre province a beaucoup d'atouts. Je pense qu'avec notre concours à nous tous, et j'insiste beaucoup sur la bonne application, la mise en œuvre de ces programmes pour que nous puissions en juger le moment venu. Ok, merci beaucoup. Un message très profond. Le message est donc passé. Je l'ai dit tantôt, vous êtes en vacances parlementaires, mais honorable, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'honneur de vous recevoir dans cette émission. Il serait quand même important que ceux qui nous suivent comprennent. Qu'est-ce qui caractérise cette période? Nous voyons d'autres qui sont dans leur base, d'autres sont en Europe, par-ci, par-là. Qu'est-ce qui doit être fait pour un député pendant cette période de vacances parlementaires? Oui, beaucoup de gens polémiques, je dois le dire, et beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas les contours de ces vacances parlementaires se permettent de faire des commentaires. On le voit dans tous les sens, mais les vacances parlementaires sont régies par le règlement intérieur de notre Chambre. Et là, le règlement intérieur est clairement dit que le député a droit à 3 mois de vacances. 3 mois de vacances parlementaires et 3 mois de session. Et le règlement continue pour dire, dans les 3 mois des vacances parlementaires, au moins 1 mois doit être consacré à la base. Et c'est très important. Au moins 1 mois sur 3. C'est-à-dire que le député a un organisme, et il a un corps qui doit se reposer. Hein? Ce ne sont pas des vacances dorées, hein, parce qu'au moins vous vous reposez, mais tout en vous reposant. Et pendant les repos, vous allez n'importe où. C'est seulement chez nous. Sous d'autres cieux, les gens, quand ils vont en vacances, ils vont ailleurs. Hein? Pendant l'année, vous préparez votre budget en famille. Et les vacances, ce n'est pas quand vous êtes à Paris, vous ne les passez pas à Paris. Vous allez les passer aux États-Unis. C'est parce que nous, il y a tellement de pauvreté mentale, de pauvreté économique, que nous croyons que quand un député va en Europe, c'est un péché. Non. C'est-à-dire que si, dans les 2 mois ou 1 mois, un député se permet d'aller voir ses enfants en Europe, ce n'est pas un péché. Mais ce qui serait un péché, c'est de ne pas aller à la base. Quand on dit 1 mois, au moins 1 mois, c'est-à-dire, ça peut être 1 mois ou plus. Moins d'1 mois, c'est transgresser les dispositions de notre règlement intérieur. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, vous voyez, nous sommes en vacances, mais je ne suis pas là en Europe. Je ne me repose pas, si vous suivez la presse, dans le cas de notre caucus. Nous étions en train de travailler. Donc, pratiquement, on vient de faire 1 mois dans le cadre du caucus avant d'aller à la base. Et nous étions sur terrain. Et moi, j'ai fait personnellement le Congo central 3 fois. C'est-à-dire nous avons été à Mwanda 2 fois et Matadi 1 fois. Vous avez fait allusion à l'invitation du gouverneur. À Mwanda, nous avons été accompagnés le ministre des hydrocarbures. Et nous avons eu des discussions utiles avec les autorités des sociétés pétrolières, notamment Perenco, ça vous avez suivi. Et nous avons aussi été avec le ministre des Sports, avec qui nous avons fait le tour du Congo central, de Kassamoulou à Mwanda ou de Mwanda à Kassamoulou, pour visiter, voir les terrains sur lesquels on va ériger le stade moderne au Congo central. Et puis nous sommes allés également à... Ça sera à Mwanda. De Mwanda à Kassamoulou, les terrains. Nous avons été en Banzangou, Mouboma, partout il y a des terrains. On devra, le gouvernement s'engage à construire des terrains, des stades modernes. Et donc nous sommes allés avec le ministre Goudimbu en mission, toujours dans le cadre des vacances. Et de temps en temps aussi, je descends en Banzangou pour des cas sociaux. Mais maintenant, là, au moment où je vous parle, j'annonce que je vais passer plus d'1 mois à la base. Donc tous les mois d'août, je ne serai pas à Kinshasa. Tous les mois d'août, je ne suis pas à Kinshasa. Les 2 premières semaines de septembre, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à la base. Les caucus, nous avons clôturé les activités. On a demandé à chaque député d'aller à sa base. Donc maintenant, nous sommes disponibles, nous allons arriver à la base. Qu'est-ce qu'on fait à la base? Vous avez demandé c'est quoi? Mais c'est simple, la base, nous allons là-bas. D'abord, lorsque nous venons de Kinshasa, on a travaillé pendant 6 mois. Parce que nous avons travaillé de janvier à juin, jusqu'au 15 juin, c'est pratiquement plus de 6 mois. Alors que d'habitude, c'est 3 mois. Mais comme c'était la session inaugurale, le début du mandat, et nous sommes partis de janvier à juin. Normalement, nous devons partir du 15 mars au 15 juin. Donc, l'année prochaine, nous partirons du 15 mars au 15 juin. Et donc, pendant tout ce temps, vous savez, nous étions en session, nous devons aller dire à la base ce qui s'est passé ici à Kinshasa pendant les 6 mois. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui a été réalisé? C'est ce qu'on appelle la restitution. Donc, partout où j'irai à la base, je suis obligé de dire à cette base, cette population qui m'a envoyé ici, qu'est-ce que nous avons fait à Kinshasa
On n'est pas venu dormir. Okay. On va faire la restitution sur l'installation même du Parlement. Tu as vu, on a validé le mandat et puis après, nous avons mis en place les règlements intérieurs. D'ailleurs, moi, j'étais membre de la commission qui a travaillé sur le règlement intérieur. Okay. Et puis après, nous avons passé à l'élection du bureau définitif, parce qu'il y avait un bureau provisoire constitué du doyen comme président et de deux Benjamin comme secrétaire. Mais nous sommes passés à l'étape de l'élection et de l'installation du bureau définitif. Vous avez suivi les étapes avec les primaires. Et puis après, nous avons reçu le programme du gouvernement et que nous avons mis à débat et que nous avons adopté. Et finalement, nous avons investi le gouvernement. Donc à ce stade-là, je crois que c'était en gros ce que nous avons fait au niveau de Kinshasa. Et nous allons rendre compte à la base. Donc là, ils vous attendent. Ils m'attendent pour ça et c'est un devoir pour moi. Et c'est un droit pour eux qu'on y arrive. Mais après, sur le terrain, je dois travailler parce que un des rôles du député, comme vous savez, c'est d'être le porte-parole de la population. Mais comment toi, député, tu vas être porte-parole de la population si tu n'es pas en contact physique avec la population, si tu n'es pas allé vivre avec eux, comment tu vas recueillir les doléances? Donc, un des plus grands enjeux des vacances parlementaires, c'est de recueillir les doléances des populations. Rester de temps en temps. Ce qu'ils ont comme problème, quels sont leurs problèmes, dont les solutions dépendent, par exemple, du gouvernement central. Quels sont les problèmes? Ce problème-là, ce n'est pas la population qui vient à Kinshasa pour les poser auprès du gouvernement, c'est justement leurs représentants que nous sommes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'à l'issue de ces contacts avec la population, ou à l'issue de ces recueils, si vous voulez, des doléances de la population, les députés est tenu de présenter dans les 15 jours après le 15 septembre un rapport où il va consigner toutes les doléances des populations, les recommandations et peut-être au gouvernement. Donc après le vacances, vous venez faire rapport? Oui, et d'ailleurs, je vais aussi faire une synthèse à la fin des vacances, quand j'ai terminé à recueillir les doléances, les problèmes qui se posent sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Quand j'ai ces rapports-là, ces programmes, ces problèmes, je dois encore restituer à la fin pour dire à la population, voilà, voici la synthèse de ce que je trouvais comme problème et que je vais l'exposer à Kinshasa. Mais ça se trouve consigné dans un rapport. Donc nous allons déposer un rapport écrit. C'est ce rapport qui va servir de, si vous voulez, comment je vais dire ça, de boussole au gouvernement. C'est grâce à nos rapports que les gouvernements sont mis au courant des problèmes qu'ils doivent résoudre pour la population. Merci beaucoup, honorable. Vous voyez que c'était quand même important que nous les sachions, parce qu'il y a de ceux-là qui nous suivent, et c'est toujours une phrase ou un mot, vacances parlementaires, ils ne comprennent pas exactement que ce que vous faites. Là, c'est très clair. Parlons du caucus de députés du Congo central dont vous êtes président. Oui. C'est quoi l'objectif de ces caucus? Qu'est-ce que vous faites exactement? Pourquoi la création de ce caucus? Ben, les caucus, c'est d'abord un fait privé, mais aussi c'est une réalité parlementaire. Mais ici, quand on parle des caucus des députés nationaux du Congo central, ce n'est pas une invention propre aux députés du Congo central. Donc, ce sont des us et coutumes parlementaires. Vous savez que du point de vue formel, au niveau de notre règlement intérieur, au niveau du Parlement, nous avons des travaux que nous réalisons en commission. Il y a des commissions selon les thématiques. Moi, j'ai fait partie de la commission sociale et culturelle. Mais il y a aussi des groupes parlementaires. Des groupes parlementaires, ça, c'est les groupes qui se mettent en place en termes de forces politiques ou de volonté politique. Mais alors, en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle les caucus. Donc, autant qu'il y a 26 provinces, autant il y a 26 caucus. Donc, chaque province, les députés de chaque province s'organisent en caucus. Une sorte de lobbying. C'est comme si on dit la société et l'association des journalistes de Kinshasa. Voyez-vous? C'est inasbel, c'est privé. Nous Contrairement au caucus. Les caucus, c'est privé. Ce n'est pas officiel, mais c'est reconnu par notre chambre. Je dirais que c'est un groupe consultatif. C'est-à-dire que, par exemple, le président de l'Assemblée peut approcher les caucus pour connaître les problèmes qui se passent au niveau de notre province. Mais les caucus, c'est d'abord une association des députés qui se mettent ensemble parce qu'ils sont venus de plusieurs circonscriptions dans une province
je pense que c'est un créneau qui permet à ces députés d'être ensemble. C'est obligatoire pour chaque député de faire partie. Je vous dis, ce n'est pas un choix, c'est obligatoire. Wow. Donc nous sommes 24 députés de Kasangula Mwanda. Okay. Tous les 24 députés font partie du caucus des députés nationaux du Congo central. Nous avons un créneau qui nous permet de nous mettre ensemble. Ça, c'est des 1. Il y a l'unité, l'unité de la cohésion entre les députés, pour une solidarité d'abord au sein du groupe, mais aussi une solidarité, une unité, une force pour affronter les grands défis de la province. Je donne un exemple. Si aujourd'hui nous parlons du pétrole de Mwanda, pour lesquels le Congo central n'est pas satisfait, ne trouve pas ces dividendes, ne voit pas, pour lesquels le Congo central ne voit pas clair. S'il n'y a que les 2 députés de Mwanda qui montent au créneau pour commencer à chercher c'est quoi le pétrole de Mwanda, ils sont moins forts. Mais si c'est l'ensemble des députés comme le 24 qui se mettent ensemble, vous parlez le même langage. Vous parlez le même langage, le même engagement, cette force-là peut aider à arracher les avantages dans ce chapitre. C'est comme le péage, notre péage ici, le Congo central. Et s'il va chaler, ça on ne doit pas les cacher. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, même vide, et ils rentrent les poches remplies. C'est comme sur une terre conquise. Et la population le sait. Le Congo central sait que souvent la voix du Congo central n'est pas audible. La voix du Congo central est affolée. Et s'il y a des responsables pour faire entendre la voix du Congo central sur le plan national, sur le plan international, de vrais porte-parole, ce sont des députés. Et lorsque nous organisons un caucus, nous sommes forts, nous sommes entendus et nous arrachons des dividendes. Il y a un planning, vous avez un planning? Oui, mais comme toute association, nous avons nos activités. Et je vous ai parlé de la descente que nous venons d'effectuer à Mwanda. Et nous sommes en train de prendre contact avec la plupart des ministères. Et avant même d'aller en vacances, et puis après les vacances, nous avons mené un travail de terrain. Nous avons rendu visite au VPM ministre de l'économie, hydrocarbures, comme je vous ai dit, le sport, et même le ministre Crispin Badou de l'urbanisme et habitat. Vous voyez, tout ça c'est pour évoquer le problème du Congo central et dire qu'il y a un planning. Au fur et à mesure que les problèmes vont se présenter, nous allons être présents. Ce qui est vrai, c'est que le caucus est différent du caucus du mandat passé. Parce que je crois que l'année passée, le mandat passé, vous n'avez pas entendu parler des caucus, alors que nous existions. Et nous estimons que nous voulons faire la différence, et parce qu'il y a un nouvel esprit qui nous engage, et il y a une conscience que nous avons prise, et que la police veut se plaindre, les députés ne parlent pas, on ne les entend pas. Désormais, le Congo central est présent, désormais la voix du Congo central doit être entendue. C'est ça qui est essentiel. Et nous sommes vraiment engagés sur ce chemin-là. Très intéressant. Vous êtes, en tant que président, vous êtes au courant de l'insécurité qui bat son plan au Congo central, tant décriée par la population, aussi cette situation de conflit foncier entre l'OEBK et les occupants, Monsieur le Président? Ce n'est pas en tant que président d'abord, c'est en tant que... Honorable. Non, en tant qu'habitant du Congo central. Vous dites si je suis au courant. Non, je ne suis pas seulement au courant, mais je vis, moi, je vis vivre. Je vis et je vois. Parce que très bien. Je vis au Congo central, je vis avec la population. Et cette insécurité à laquelle vous faites allusion ne date pas d'aujourd'hui. Tous les mandats passés, d'ailleurs, ça a pris de l'ampleur avec le mandat passé. Vous avez vécu à Matadi. Vous et moi, nous avons vécu à Matadi, il faut le dire ici. Mais je pense que quand nous étions là à l'époque, on ne parlait pas de l'insécurité autant qu'on en parle aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, le Congo central, qui était havre de paix, est dans l'insécurité totale. On est inquiet de jour et de nuit. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des cités comme Kulungongo. Je prends le cas de Kulungongo. Là, on produit du sucre, des cannes de Kulungongo, bien connues pour son sucre. Et bien, ces coins-là est tellement sécurisé qu'on voit des Kuluna, des bandits des grands chemins qui opèrent même la journée sans être inquiétés. Ils peuvent arriver dans un quartier, ils incendient. Est-ce que ce sont vraiment des originaires du Congo central? Je vais en parler. Je décris d'abord le fait. Ils vont à Kulungongo la journée, par exemple le soir, vous le voyez, un groupe de bandits, des Kuluna qui investissent un quartier. Ils incendient, ils brûlent, ils blessent, et parfois ils tuent. Et
on voit ça que nous. À travers la route, la route est devenue meurtrière avec des coupeurs de route. Ça, vous entendez parler. Et des cambistes qui sont souvent à Matadi, un peu dans les grandes villes, tués, parfois des jours. Et il y a beaucoup de cas d'insécurité. Vous demandez pourquoi, mais c'est parce que, d'abord, il faut reconnaître que ça a commencé, à mon avis, avec la période où, ici à Kinshasa, il y a quelques années, il y avait une grande lutte contre le banditisme urbain. Je ne voudrais pas citer les généraux qui étaient là à la base. À l'époque même, je crois que les organismes de droits de l'homme ont été montés au créneau, fustigés parce qu'il semblait qu'on tuait déjà. Par rapport à cette opération. En tout cas, cette opération-là a fait que beaucoup de Koulouna ont trouvé le refuge au Congo central. Et quand ils arrivent là, à Loufou partout, ils ont aussi initié nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les Koulouna, ce sont nos enfants la plupart, nos propres enfants qui nous dérangent. Et un autre phénomène qui favorise le banditisme, c'est le fait que partout au Congo central, les villages sont enclavés. Dans beaucoup de coins, il n'y a pas de routes de dessertes agricoles. Et comme conséquence, la population paysanne a tendance à vouloir venir chercher la vie, entre guillemets, en ville, dans des centres urbains comme Kimpese, Matadi, Kala. Parce que de l'autre côté, quand ils produisent, ils ne savent pas évacuer leurs produits. Il y a une pauvreté extrême qui crée ce qu'on appelle l'exode rural. Or, quand ils arrivent dans des grands centres de consommation comme Kimpese, Matadi, Boma, il n'y a pas de travail. Et ce sont des candidats facilement qu'on recrute pour le banditisme urbain. Ça, c'est des causes que j'explique. Maintenant, face à ces phénomènes, il faut poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons toujours crié, on a fait des morceaux de formation des mandats passés, on ne se fatigue pas. Parmi les grands défis que doit affronter l'actuel gouverneur de province, d'un côté, et de l'autre côté également le gouvernement central, c'est de mettre une force au Congo central qui dépasse largement la force des bandits. Il faut que la puissance de l'État parle. Lorsque ces bandits vont se sentir traqués, lorsqu'on ne les laissera plus une minute de repos, je pense qu'ils vont fuir, ils vont se cacher. On ne va pas mettre fin au banditisme urbain. Il y a toujours un pourcentage de banditisme, mais je pense qu'il y a très peu de force par rapport à celle de bandits. Donc il faudrait former, recycler, former les services de sécurité, notamment la police. Il faut qu'il y ait une police bien formée et bien préparée à ce genre de situations, mais aussi une police équipée, une police motivée. Il n'y a pas 1001 secrets. Il faudrait doter nos forces de moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels, pour que cette force de feu écrase celle de bandits. C'est ça le grand défi que notre frère Gaspilolo a relevé. Et ça, c'est une question de vie et de mort. C'est sans délai. C'est la priorité de priorité, à mon avis. Donc, il y a deux priorités. Par exemple, il y a mettre fin au banditisme urbain et faire en sorte de libérer les milieux ruraux de Congo central. Les libérer par la construction et la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Voilà. Merci beaucoup, honorable. On poursuit. Je dois signaler qu'on commence d'ailleurs déjà à chuter, mais on ne peut pas en tout cas clôturer cette émission sans pour autant parler de votre candidature à la députation provinciale. Nous avons tous suivi la publication provisoire de résultats de l'élection provinciale du Congo central où vous avez été élu. Et après, ce n'est plus votre siège. Qu'est-ce qui s'est passé d'ici? Bon, devant Dieu et devant les hommes, je reconnais toujours que je suis le député doublement élu de Mbanzangou au Congo central. La CENI m'a proclamé élu au niveau national où je siège. Et la CENI m'a proclamé élu au niveau provincial. Eh bien, au niveau national, conformément à la loi, j'ai été attaqué, c'est vrai, par 4 adversaires. J'ai fait face à 4 adversaires au niveau de la Cour constitutionnelle. Et grâce à Dieu, j'ai gagné. Donc, mes adversaires n'ont pas raison, n'ont pas pu démontrer que moi, je n'ai pas gagné. Malheureusement, au niveau provincial, on m'a volé le siège. Vraiment, je ne suis pas irresponsable pour que je dise n'importe quoi. Je l'ai dit devant Dieu les hommes, mon siège m'a été chippé. Hier, je suivais encore les rapports c'est une radio onusienne, une émission du soir là, je suivais les rapports du processus électoral en RDC par une mission d'observation. Et
ils ont fustigé même l'opacité qui entourait la justice, donc le recours. Parce que après la CENI qui proclame les états provisoires, il est prévu des recours aux instances judiciaires, selon les cas, cour d'appel, conseil d'État ou cour constitutionnelle. Et moi, je vous assure, quand je dis que moi, chippé, beaucoup de députés proclamés par la CENI ont été invalidés. Ce n'est pas anormal. Mais moi, ce qui sort de l'ordinaire, c'est le fait que madame, je regarde bien les juristes avertis et non avertis, j'ai été invalidé au Conseil d'État et c'est moi qui avais introduit la requête au Conseil d'État Kinshasa à cause d'une décision judiciaire inique, injuste au niveau de la cour d'appel pour m'attaquer. J'ai été invalidé parce que devant les évidences de corruption et dont je parlais, parce qu'on n'a pas ces détails ici, j'ai déjà parlé au cours d'un point de presse, je donne les détails, ce qui s'est passé à Matadi. Nous avons fait recours, mes avocats et moi, nous avons fait recours au Conseil d'État. Pourquoi? Parce que j'ai été invalidé pour être remplacé par une dame de ma propre circonscription, de ma propre liste. Moi, je suis député élu de regroupement politique Alliance pour les valeurs, avec le président José Kalala, un regroupement qui a 14 partis. Et donc la dame là est de ma liste. Nous étions parmi les 6 candidats de notre liste. Moi j'ai été proclamé par la CENI comme ayant eu le plus grand nombre de voix au niveau de la liste. Cette femme là, pas de manigance congolaise, est allée gagner au Conseil d'État. On m'a invalidé. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je dis que c'est un scandale? D'abord, il faut poser la question. Le siège appartient au regroupement politique, ce n'est pas aux députés. Et c'est le regroupement qui introduit la requête de recours. Et pour introduire la requête de recours, le regroupement donne un mandat, une procuration à l'avocat ou au candidat dont les résultats sont contestés. Cette femme-là, sans mandat de notre regroupement, non pas seulement au niveau de la cour d'appel de Matadi, et moi j'ai reçu la procuration quand j'ai été cité. Je n'étais même pas cité par la dame. La dame a attaqué un autre candidat qui a d'ailleurs été invalidé au profit d'un autre, notamment le frère Atmatoubouana qui a réussi l'invalidation, qui a occupé le siège de ce candidat qui a été invalidé. Et la dame a attaqué ce monsieur-là. Et c'est dans cette requête qui a attaqué notre frère, la Serge Bodo, que la dame a indiqué que même le député qui a gagné, Ntsumbu, qui a gagné sur leur liste, aurait eu moins de voix qu'elle. Elle a prétendu avoir dans la requête plus de 6 000 voix, alors que tous les 6 députés élus de Banzangou, personne n'a obtenu 6 000 voix. Donc elle va même prétendre qu'elle aurait été la plus élue de Banzangou. Vous voyez la prétention. Et là, il va dire que même les députés Ntsumbu qui a été proclamé chez nous avaient eu moins de voix que moi, Rachel Tsona. Vous voulez dire qu'on l'a créé sans preuve? Mais oui, c'est ça la requête, ça la prétention. Et donc, pour cela, ce qui est grave, c'est qu'elle n'a pas eu de procuration, elle n'a pas eu mandat. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu le mandat pour me défendre. Et notre regroupement le président a écrit une lettre à la cour d'appel de Matadi pour dire, cette femme-là, nous avons déjà un siège en Banzangou que nous avons gagné. Nous n'avons pas de raison que notre regroupement attaque encore notre propre regroupement. Parce que nous avons un député à la personne de l'honorable Pierre Ntsumbu. Donc, non pas seulement qu'ils ont refusé de lui accorder le mandat, la procuration qu'elle est allée solliciter au niveau de notre siège, mais moi, on m'a accordé la procuration et le président a écrit. Et le ministère public avait demandé à la Cour de déclarer cette requête irrécevable et non fondée pour défaut de qualité. La dame n'avait pas de qualité. Donc, du point de vue de la forme, c'était déjà clos. Mais à la suite des preuves de corruption dont j'ai parlé, parce qu'on a passé du temps, et la Cour d'appel de Matadi va vouloir forcer la note pour aller vers ce qu'on appelle un arrêt avant du droit et qui décrétait qu'on puisse faire le comptage des voix. Moi, j'étais prêt qu'on fasse le comptage des voix parce que j'étais sûr que je n'avais pas triché. Un élève qui n'a pas triché, un élève qui n'a pas corrompu, il peut reprendre ses examens. Moi, j'étais prêt qu'on récompte en toute transparence. Mais mes avocats avaient estimé qu'à partir du moment où ces juges de Matadi, c'était déjà montré très dangereux vis-à-vis de notre dossier, parce que de leur point de vue même, ils ont avoué qu'ils ont eu de l'argent de l'autre côté.
et qu'on leur a demandé, même ils ont reçu l'injonction de m'invalider. Donc un des juges l'a dit à mes avocats. Mes avocats, pour nous rassurer, avaient récusé la composition. Donc, ils avaient demandé que ce juge ne soit plus là. Et au cours d'une audience, ils se sont retirés. Ils s'étaient dessaisis, comme on dit, déportés, quoi, je crois que c'est qu'on dit. Ils s'étaient récusés, ils se sont déportés. Ils ont dit, voilà, ces dossiers, nous sortons. Mais mes avocats, pour être plus sûrs, avaient estimé qu'il fallait venir au Conseil d'État pour attaquer cet arrêt. Et nous, on pensait fuir la pluie, mais on est allé se jeter dans le fleuve. Et c'est au Conseil d'État que malgré tout ça, sans comptage de voix, cette femme-là a été... moi, j'ai été invalidé et cette femme a eu mon siège. Voilà pourquoi je parle de vol. Nous avons introduit une requête au Conseil d'État pour correction en erreur matérielle. Le Conseil d'État a refusé de prendre notre requête. La greffe du Conseil d'État. Ça, c'est encore un scandale, je le dis ici. Et nous avons écrit, les avocats ont écrit une lettre de refus illégal de recevoir notre requête. Alors cette requête-là, qu'on allait déposer le 26 avril, on avait 2 mois de délai légal. Jusqu'au 26 juin, on était encore dans les délais. Le Conseil d'État a refusé notre requête. Et voilà pourquoi je dis que la justice est malade, mais on ne s'est pas découragé. Au moins, je vous parle, nous sommes à la Cour constitutionnelle pour attaquer cet arrêt-là. Ok, donc espérons que, puisque le dossier se trouve encore au niveau de la Cour constitutionnelle, vous allez trouver gain de cause honorable. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Déjà, nous vous remercions pour votre disponibilité. Mais avant de vous quitter, si on vous accordait un dernier mot pour ces numéros, à qui pourriez-vous l'adresser? Moi, je l'adresse à la population congolaise en général et à ma province en particulier. Aux Congolais, je dirais, ce pays, c'est notre pays. Je pense notamment à la partie est dont la population est traumatisée par la guerre injuste qui nous est imposée par les Rwandais. Donc je voudrais exhorter les uns les autres à être forts et unis face à cette agression. Nous n'avons pas une autre alternative que de mettre nos égos de côté, de nous mettre ensemble pour affronter cette guerre-là. Puisque dans une maison, quand papa et maman se querellent et que le soir un serpent entre pendant qu'ils se battent, je crois que quel que soit leur conflit, ils vont d'abord déposer les armes, ils vont cesser de se battre pour chasser les serpents. Donc c'est le cas qui est le nôtre. Et tous ceux qui cherchent à créer des histoires pendant que de l'autre côté il y a l'insécurité n'aiment pas ce pays. Donc je voudrais que nous tous, nous fassions preuve d'un sursaut d'orgueil pour que nous nous mettions vraiment ensemble, que nous mettions loin nos idéologies, et nos égos, comme j'ai dit, pour faire face à la guerre d'agression. Et aussi, le Congo, nous sommes souvent, moi j'ai toujours dit, le vrai problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Faisons un effort, et du plus petit au plus grand, des citoyens lambda jusqu'à la plus grande autorité du pays, nous tous essayons quand même de changer la mentalité. Parce que le vrai problème des Congolais, le vrai chantier dans ces pays, le premier chantier, le véritable chantier auquel il faut s'attaquer, c'est le chantier homme. Lorsque le chantier homme sera réhabilité dans sa dignité, dans sa façon de faire, les autres chantiers-là, il n'y aura pas de détournement dont on entend parler, toutes ces injustices-là. Et nous voulons aller véritablement vers l'état des droits, et l'état des droits a des exigences. À la population du Congo central, je demande de continuer à compter sur nous avec les caucus. Désormais, pendant les 5 ans, nous leur demandons de collaborer avec nous parce que nous-mêmes ne pouvons rien faire. Nous devons être ensemble, la main dans la main, qu'ils sachent poser leurs problèmes. Et nous sommes là pour eux, pour la population. Nous sommes là pour adresser leurs doléances acquis des droits, pour faire les suivis de façon que ces mandats soient vraiment plus différents, très différents et plus différents que les mandats passés. Et à ma base, qu'ils sachent que bientôt, depuis que vous m'avez élu, je ne suis pas encore venu vous dire merci. Et la plus grande activité que je vais réaliser à travers ma base, c'est de dire merci à la population pour le mandat qu'ils m'ont accordé, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames, messieurs.
Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous avons reçu pour ce numéro l'honorable Pierre Ntumbu. Il est député national élu de la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu, aussi président du caucus de députés nationaux du Congo central. Avec lui, nous avons parlé de la situation sécuritaire au Congo central, et les vacances parlementaires et tout ce qui va avec. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette émission, nous vous remercions. Et vous voulez être le prochain invité, vous avez des suggestions, des propositions, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter avec le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. D'ici là, portez-vous bien. Merci.